Aux confins de la Bosnie, le parc national de Plitvice est le plus vaste des 8 parcs nationaux croates. Bien qu'il s'étende sur près de 300 km², le parc, créé en 1949, est surtout célèbre pour ses lacs et cascades aux eaux turquoises, qui n'occupent qu'1% de ce territoire protégé. Une légende raconte qu'ils auraient été créés par la Reine Noire. Lors d'une grande sécheresse, la population l'aurait supplié de faire tomber la pluie. À la fois magnanime et perfide, la Reine Noire aurait alors provoqué une inondation qui aurait fait jaillir ces lacs et cascades. La réalité, bien que plus prosaïque, n'ôte rien à la magie du lieu. Les eaux qui s'écoulent à travers des roches dolomitiques et calcaires ont déposé au cours des millénaires des barrières de travertin, une roche sédimentaire formant des barrages naturels à l'origine des lacs et des chutes d'eau. Ce processus géologique se renouvelle en permanence, modelant continuellement ce paysage enchanteur que l'UNESCO a classé au patrimoine de l'humanité en 1979. « 900 000 visiteurs par an se pressent sur les sentiers et passerelles, mais ils n'ont pas le droit de s'aventurer dans la forêt primitive de hêtres et de pins qui s'étend tout autour des chutes d'eau. Dans ces sous-bois où aucune activité humaine n'est autorisée, une faune riche et variée vit en toute quiétude. C'est le territoire de nombreux cervidés, comme le cerf élaphe, les ours bruns, les oiseaux de proie et les loups. Chaque semaine, Maya et Adriana sont chargées de vérifier la qualité des eaux du parc. Elles effectuent leur prélèvement en plusieurs points, en commençant par les chutes d'eau en aval. Peut-être qu'on va croiser un petit serpent. Ah non. Mais il fait trop frais pour eux maintenant. Oui, c'est vrai. Leurs travaux débutent près de la grande cascade, haute de 76 mètres. Nous voilà sous la grande cascade. Oh, regarde. Elle est assez verte quand même. Il y a beaucoup d'algues vertes au fond. Regarde, c'est bien vert. Tu arrives à attraper de l'eau? Oui. Ici, la température va être plus basse. Ouais, on sent bien qu'elle est plus froide. Dans ce cours d'eau, elle est toujours plus basse. La température de l'eau a baissé. De 2 ou 3 degrés. On va regarder ça au microscope au labo. Oui. On aurait dû prendre une boîte de pétri. La qualité de l'eau et sa propreté sont essentielles à la vie aquatique et aux abords des lacs. Insectes, amphibiens et poissons trouvent ici un habitat propice et de la nourriture en abondance. Il est aisé d'observer des bancs de chevènes, très grégaires, qui restent à la belle saison proche de la surface et des berges à la recherche d'insectes. Les canards, quant à eux, se pavanent. Ils sont prêts à toutes les acrobaties pour attendrir les visiteurs en espérant être récompensés d'un morceau de pain. En vain, il est formellement interdit de nourrir la faune du parc. Maya et Adriana remontent vers l'amont pour poursuivre leurs recherches. On se met là? Oui, nous voilà à Novikovića Brod. C'est intéressant de voir à quel point les résultats sont différents entre la rive droite et la rive gauche. Je veux dire qu'il y a plus de pollution ici sur la rive gauche. Ce serait bien de faire un traçage des eaux souterraines. Pour voir ce qui est amené de ce côté-là?
Oui, pour voir d'où viennent les eaux qu'on trouve ici. Les scientifiques vont ainsi prélever de l'eau en différents endroits du parc. 16 grands lacs sont reliés entre eux par 92 cascades et rivières. La température et la composition des eaux varient énormément en fonction des bassins. Loin du remugle des eaux en perpétuel mouvement, Dalibor et Ivica, gardes forestiers, effectuent leur mission de contrôle dans la forêt primitive qui entoure les lacs. Une mission qui permet à la fois de s'assurer qu'aucun braconnier ne rôde dans les sous-bois, mais aussi de soutien à la recherche scientifique. Grands amoureux de la nature et parfaits connaisseurs des lieux, ils savent identifier chaque mammifère. Leurs observations de terrain sont précieuses pour mieux connaître la faune sauvage et son mode de vie. Tiens, regarde par là. Cette partie, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a une biche là-bas. Tu me les passes? Vas-y, regarde. Regarde par là. Ah oui, dans le coin là-bas. Oui, elles ont le pelage roux. Des biches se sont aventurées dans une clairière, où elles trouvent de l'herbe grasse en abondance. Très dégagé, cet espace leur permet de voir aussi d'éventuels prédateurs arriver de loin. Les gardes forestiers ont beau se tenir à distance, elles ont vite fait de les sentir et de déguerpir. Allez, on continue. À l'automne, la saison des amours bat son plein chez les cerfs. Attends, je crois que j'ai entendu quelque chose. Le voilà, regarde. Ouais, je vais regarder. Là-bas dans le coin. Pousse-toi un peu. Un jeune mâle cherche une femelle pour s'accoupler. Dalibor et Ivica savent bien qu'il vaut mieux ne pas s'approcher d'un cerf dans ces moments-là. Très agressifs, ils seraient capables de les charger. Contrairement aux idées reçues, les cervidés peuvent se montrer plus dangereux que les ours. À quelques kilomètres de là, 2 jeunes ours jouent dans la forêt. Il s'agit d'un frère et une sœur qui ont quitté leur mère et préfèrent rester encore ensemble pour affronter le monde. Joueurs et taquins, ils passent le plus clair de leur temps à se chamailler. Grimper aux arbres reste de loin leur activité favorite. Insouciants, ils ne savent pas que l'hiver peut être rude dans cette région de Croatie, en plein cœur des Alpes dinariques. Les premières neiges tombent dès novembre, et gare à eux s'ils s'éloignent alors du parc pour trouver à se nourrir. Strictement interdite au sein des parcs nationaux, la chasse reste autorisée ailleurs. C'est la raison pour laquelle le refuge de Kuterevo a été créé aux abords du parc de Plitvice. Géré depuis 2001 par des bénévoles du monde entier, le refuge accueille 13 ours, qui ont tous été recueillis petits et orphelins. Marco est le dernier à être arrivé ici. À 1 an et demi, il pèse déjà plus de 400 kilos. Et il ne faut pas se fier à son allure d'ourson en peluche. D'un seul coup de patte, même affectueux, il peut tuer un homme. Les bénévoles de l'association préfèrent qu'il reste encore un peu seul dans son enclos, même s'il montre d'ostensibles signes de solitude et voudrait bien aller jouer avec ses voisins. L'ours mâle de l'enclos d'à côté semble peu disposé à partager avec le petit son territoire.
Pour les bénévoles du refuge, trouver de quoi nourrir les ours reste leur occupation principale. Par chance, les ours sont devenus les mascottes des villageois, qui ouvrent bien volontiers leur jardin. La saison des prunes a commencé, une aubaine. Je crois que les ours feraient pareil. Tu devrais grimper comme un ours. Ça, c'est un ours. Mais un ours grimperait plus vite que toi. Les ours vont être contents, c'est sûr. Oh oui, ils adorent les fruits quand ils sont dans la nature. C'est de la bonne nourriture. Nous pourrions aller en forêt bientôt pour voir s'il y aurait des noix et des graines à récolter. J'adore quand les gens sont surpris. Les visiteurs s'attendent à nous voir les nourrir avec du poisson et de la viande. Les gens pensent qu'ils veulent de gros morceaux, alors qu'ils se battent pour de grosses carottes. Des carottes bien pourries, ils adorent ça. Smelling so bad and they were so happy. It was the best day in their life. Rotten carrots. Contrairement aux idées reçues, l'ours brun mange essentiellement des végétaux, qui constituent 80% de son alimentation. Il retourne les pierres à la recherche de vers et d'insectes, qui lui apportent une importante source de protéines. Animal solitaire et très mobile, l'ours est capable de parcourir jusqu'à 30 km par jour pour chercher sa nourriture. La nuit tombe sur le parc de Plitvice. C'est le moment où Dalibor et Ivica peuvent commencer leurs recherches sur les hiboux. 9 des 13 espèces européennes vivent dans les forêts de Plitvice. Pour mieux les recenser, ils utilisent des haut-parleurs pour communiquer avec les rapaces. Attends-moi. Oiseaux de proie nocturne, les hiboux ne sortent que la nuit pour chasser. Il est donc très difficile de les apercevoir. Une bonne connaissance de leur chant est le meilleur moyen de les identifier. La période de chant est la plus active d'octobre à mars, pendant les parades nuptiales. Les gardes-parcs tentent donc de provoquer des conversations factices avec les rapaces, qui leur répondent. Encore un. Même 2. Le voilà, on l'entend. C'est à 260 degrés. On va le noter. Alors, 300 à 400 mètres. 300, 400 mètres. Sexe, Pour le sexe, on n'est pas sûr. un cri court d'avertissement. Ouais, c'est ça. Quand ils se sentent menacés, les hiboux peuvent émettre des sons proches de grognements, bien différents des ululements de séduction, formés de phrases mélodieuses entrecoupées de silences plus ou moins longs. On a encore du temps. On vient juste de commencer. Il nous reste encore d'autres zones à contrôler. On a encore toute la nuit devant nous. Oh, la lune. Est-ce que l'aube va pointer bientôt? Les deux hommes vont passer une bonne partie de la nuit à converser ainsi avec les rapaces, éclairés par la lune. Le lendemain, une intense journée commence au centre pour faucons. Créé il y a 20 ans, ce refuge pour oiseaux de proie recueille les oiseaux blessés dans toute la Croatie. Ici, ils sont soignés et choyés afin de recouvrer leurs forces. Emilio et Stipe s'apprêtent à opérer un hibou qui s'est fissuré le bec et ne peut plus s'alimenter. Une intervention chirurgicale est donc nécessaire.
Couvre-lui la tête. Ok, c'est bien. Est-ce qu'il t'a mordu? Non, non, non. Pour éviter de se faire mordre et griffer, Emilio emmaillote le hibou grand-duc avant de l'emmener au bloc chirurgical. L'animal, fortement stressé, doit être endormi. Ok. Prêt? Encore un peu. C'est bon. Une main ici, l'autre là, pour que ça s'ouvre pas. Attends juste que ses yeux se ferment. Regarde. Il résiste encore. Non, laisse. Faut qu'il s'endorme profondément. Le hibou est enfin endormi. Emilio doit opérer rapidement, car l'anesthésie, légère, sera de courte durée. Tire le plaid, tire-le, comme ça. Non, ça va juste gêner sinon. Où est-ce qu'elle est la fissure? Ok. Emilio utilise tout simplement du matériel de dentiste pour réparer la fissure. Tiens-le. Il se réveille. C'est bon, laisse faire. Laisse. Ok, c'est bon, viens le prendre. À peine réveillé, le hibou grand-duc retrouve déjà ses instincts de défense. Gare au coup de bec. Il a des parasites. Ouais, il en a pas mal. Attends, excuse-moi, l'autre aile, c'est moi qui vais la soulever. Attention qu'il te morde pas. Ok. Attention à pas te faire mordre. Il a un bon coup de bec. Tu as retrouvé ton équilibre, petit. Le hibou grand-duc doit maintenant entrer en convalescence. Il ne sera relâché que si son bec a parfaitement cicatrisé et que l'oiseau a retrouvé toute son énergie. Pendant ce temps, au refuge pour ours de Kuterevo, les bénévoles sont rentrés avec des paniers pleins de prunes. Un véritable festin pour les ours qui raffolent des fruits, des baies, noix et noisettes. Ils adorent les pastèques aussi. 8 ours vivent dans l'enclos principal. 7 mâles et une femelle. Et quand il s'agit de se nourrir, mieux vaut respecter la hiérarchie. Le mâle le plus âgé se servira en premier. Don't touch my pineapple, it's the best thing ever. Dobardan! Ces ours orphelins sont devenus la véritable mascotte du village de Kuterevo. Comme chaque soir, un voisin leur apporte des pommes de son verger et du pain rassis qu'il est allé chercher dans les boulangeries de la région. Cet ours était seul et fréquentait le jardin des gens. Un homme s'est mis à nourrir l'ourson tous les jours. Il lui donnait du lait et des gâteaux dans une assiette que l'ourson emportait dans la forêt. Le monsieur attendait ce moment. Et au début, il avait vraiment l'impression d'aider l'ours qui mourait de faim, jusqu'à ce qu'il réalise au bout de quelques semaines que ce pauvre ourson n'avait pas faim du tout, mais qu'il allait désormais rester dans son jardin à vie. Il a dû être transféré ici. Hubert, celui qui a une cicatrice au-dessus de l'œil, a été percuté par une voiture. Des gens ont voulu l'aider. Il était vraiment blessé, mais après quelques semaines, il allait mieux. Mais il n'était plus capable de vivre en liberté, car il avait appris trop vite que les hommes peuvent être bons et lui donner de la nourriture.
Difficile de résister à un ourson isolé et de ne pas lui porter secours. Malheureusement, même pour ceux qui auraient pu s'en sortir seuls dans la nature, l'intervention en toute bonne foi de l'homme les rend inaptes à la vie sauvage. Trop habitués à être nourris sans effort, ces ours auraient tendance à s'approcher des habitations. Leur seul avenir reste donc ce refuge où ils sont choyés. Au centre des faucons, le hibou grand-duc opéré s'est reposé. Emilio et Stipe estiment qu'il est assez fort désormais pour retourner à la vie sauvage. Mais ils doivent d'abord s'assurer que l'oiseau est en parfaite condition physique. Depuis qu'il travaille au centre, Stipe a développé une véritable osmose avec les oiseaux recueillis, qu'il s'est apaisé d'un seul geste tendre. Il est tranquille, il est tout calme. Je vais essayer de prendre suffisamment de sang. C'est bon, je pense que j'ai réussi. Tu vois, c'est bon. Ok, on a fait un prélèvement pour l'ADN et l'analyse biochimique. Je vais juste prendre une plume pour la banque d'ADN. Le centre a ainsi collecté l'ADN de tous les oiseaux de proie qui sont passés par là. Une base de données primordiale pour recenser avec précision les oiseaux de proie présents en Croatie. Tu peux le redresser. Le refuge n'a jamais cessé son activité, même pendant la guerre. Les oiseaux blessés y étaient même amenés en grand nombre, car la population, bouleversée par les horreurs des combats, vouait alors un véritable culte à tout ce qui représentait encore la vie. Je le ramène? Oui. Donne-lui à manger tout de suite. Mais je lui ai déjà donné ce matin. Il a tout mangé? Bah non, je sais plus si je lui ai donné en fait. Donne-lui, comme ça il sera prêt avant de partir. D'accord. Le sang récolté est aussitôt analysé. Il rentre ce soir à la maison, on le relâche. On a fait l'analyse biochimique, l'ADN, on a tout. Et voilà. Regarde là, la protéine, la créatine aussi est trop élevée, mais c'est normal en cas de stress. Elle augmente. Oui, ça augmente comme l'adrénaline. Oui, c'est à cause du stress. Et tout le reste, c'est normal. Sodium, phosphore, potassium, phosphate. Ça va. Le hibou grand-duc est en parfaite santé. C'est un grand jour pour lui. Il pourra être relâché le soir même. Emilio et Stipe attendront la tombée du jour pour le rendre à la vie sauvage, car cet oiseau nocturne serait effrayé d'être relâché en plein jour et incapable de se défendre face à d'éventuels prédateurs. Au refuge de Kuterevo, c'est au tour des volontaires de passer à table. L'équipe vit en autarcie et consomme les légumes du potager. Ici, on parle anglais, car les volontaires viennent de partout dans le monde, comme Azat, de Russie, Clarissa, d'Italie, ou encore Amélie, la française, volontaire au centre depuis 2 ans. Alors Amélie, pourquoi as-tu décidé de rester aussi longtemps? Tu es là depuis 2 ans maintenant? Ça peut sembler long, 2 ans, mais pas pour moi. C'est passé si vite que j'ai l'impression d'être à peine arrivée. Je suis restée pour les ours, mais pas seulement. Il y a aussi le village, le mode de vie. Et je me rends compte que ce qu'on fait ici est très utile et qu'il n'existe pas beaucoup d'endroits comme ça dans le monde. J'aime ma vie ici, couper des pommes de terre du village avec des Italiens. Amélie avait prévu de n'en rester que quelques mois à Kuterevo. Son amour pour les ours, la satisfaction d'agir concrètement pour leur survie, a changé la donne. Un jour, elle le sait, elle devra rentrer en France. Mais pas tout de suite. Elle a encore tant à faire ici. Pour le hibou grand-duc, l'heure de la 2e chance a sonné. Le jour décline. Emilio a repéré pour lui un terrain où il trouvera des cavités où se cacher et de grands espaces dégagés où trouver de quoi se nourrir. Rongeurs, lapins, lièvres et petits oiseaux. Emilio et Stipe espèrent ne jamais revoir le grand-duc dans leur centre. Pour Dalibor et Ivica, l'automne sera encore très actif dans les bois, avant que la neige ne recouvre clairières et forêts.
Comme les ours, ils hiberneront à leur manière, en restant à la maison et attendront le retour du printemps. Dans leur laboratoire, Maya et Adriana analysent l'eau collectée dans le parc de Plitvice. Elles traquent sans relâche les polluants, tels que les engrais utilisés par l'agriculture, qui peuvent se retrouver dans l'eau des lacs de Plitvice et en modifier le fragile équilibre. Par leur long et patient travail d'analyse, les chercheuses veillent à préserver la beauté unique et exceptionnelle des lacs de Plitvice. Il y a 6000 ans, une forêt enveloppait la plaine centrale d'Europe, des Carpates jusqu'à la mer Baltique. Seule une petite partie de cette immense forêt est restée intacte. Créé en 1932, le parc national de Białowieża, classé patrimoine mondial de l'humanité, protège les 163 000 hectares de cette forêt primaire, descendante directe de la forêt préhistorique. Ici, rien n'a changé. La faune et la flore vivent en équilibre depuis toujours. Les hommes ont décidé de laisser ce havre de paix aux bisons, cerfs, chevreuils, loups, arbres, sans intervenir dans leur monde. Le musée de la nature et de la forêt se trouve à l'entrée de la réserve. C'est le plus ancien musée des parcs nationaux polonais. Il propose une visite guidée des différents biotopes de la forêt et une salle d'exposition. Il se trouve au cœur d'un bâtiment moderne composé d'une partie hôtelière et d'une autre administrative. Cet ancien manoir de chasse transformé en palais sous le règne d'Alexandre Ier fut presque entièrement détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. La maison de la forêt fut construite sur les ruines de l'ancien bâtiment entre 1999 et 2003. Il reste des traces de l'époque du tsar. Des ensembles de maisons, dépendances et jardins qui donnent l'impression d'une ancienne cité fantomatique. Elle garde depuis la nuit des temps les vestiges d'un monde que l'homme n'a jamais touché depuis sa création. La dernière forêt primaire d'Europe. Le meilleur moyen de découvrir la faune de cette immense forêt est de partir à 3 h du matin, accompagné bien entendu. Alexander est l'un des guides qui la connaît le mieux. Ce loup solitaire passe la plupart de son temps dans les bois. C'est sa seconde maison. Il part en pleine nuit pour tenter d'apercevoir l'un des rois du parc national, le bison européen. Rencontrer cet animal n'est vraiment pas une chose facile. Il n'en reste que 500 dans les 1630 km² de la réserve. Le bison se déplace constamment. Il est imprévisible. Ce matin, Alexander a eu de la chance. Le plus gros mammifère terrestre d'Europe était là, paisible et libre. Il y a encore 1000 ans, les troupeaux de bisons parcouraient l'Europe entière jusqu'au Caucase. Malheureusement, ce molosse à bosse fut exterminé par la chasse, mais aussi par le défrichage et le développement des activités agricoles. En 1927, il n'y avait plus aucun bison sauvage en Europe. Il ne restait plus que 54 animaux qui vivaient en captivité, 29 mâles et 25 femelles. Sur les 54 animaux survivants, seuls 13 parvinrent à se reproduire en constituant le socle génétique de tous les bisons européens actuels. Tous ces bisons sont nés ici, à Białowieża. Au fil des ans, la population de bisons s'étoffe en zoo. Tant et si bien qu'à partir de 1952, les Polonais peuvent commencer à relâcher les animaux dans la forêt de Białowieża. D'autres réintroductions suivent, en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie, en Russie et en Lituanie. Aujourd'hui, la population de bisons en liberté comprend 1800 individus.
Les bisons participent activement à l'équilibre naturel de la forêt. Ils favorisent la dissémination des graines en les transportant sur leur pelage et dans leur bouse. Ces bulldozers à poils brisent les branches basses et les arbustes et arrachent l'écorce des arbres, créant ainsi des trouées qui permettent à la lumière de pénétrer jusqu'au sol. De nombreuses espèces peuvent alors repousser. Malheureusement, cette nouvelle population de bisons subit des dérives génétiques. Malgré tous les efforts des scientifiques, la consanguinité due au nombre restreint d'animaux qui sont à l'origine de ces bisons a fait disparaître une partie de leurs gènes. La comparaison entre les squelettes des animaux actuels et ceux des animaux des siècles précédents fait apparaître certaines anomalies dans la population moderne. Slav est un autodidacte. Après de hautes études d'ingénieur qu'il a terminées en France, Slav est retourné dans le village natal de sa mère. Il connaît par cœur cette forêt où il a passé une bonne partie de sa petite enfance. Étant le seul Polonais à parler le français, l'administration du parc lui a demandé s'il ne voulait pas devenir guide. Après de nouvelles études sur la faune et la flore, Slav a passé avec succès le concours d'entrée pour devenir guide assermenté de la réserve. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'entrée du musée du parc national pour une visite guidée de la forêt. Le parc national de Białowieża emploie une quinzaine de guides assermentés, mais il n'y en a qu'un qui parle le français. Bonjour. Bonjour. C'est vous le français? C'est moi. Bonjour, moi c'est Slav. Bonjour Slav. Allez, vous êtes prêts pour faire une petite balade? On y va. On y va. On va traverser le parc. Parfois on voit même des cerfs qui se baladent d'un côté à l'autre de ce parc. Le parc est assez grand, ouais. Ça fait 47 hectares en gros, donc il y a de la place pour eux. Un joint là-bas, ici, regarde, ça c'est des sangliers qui ont fait ça. Remuer cette terre pour chercher des vers à l'intérieur pour manger. Dans ce parc du Palais du Tsar, les arbres semblent avoir été plantés n'importe comment. En fait, il n'en est rien. Valéry Cronenberg, un paysagiste allemand, a conçu cet espace pour obtenir une symphonie des couleurs le plus longtemps possible. En automne ou au printemps, les arbres fleurissent ou prennent des couleurs mordorées suivant un ordre bien défini. Juste derrière le parc du Palais, il y a un espace dégagé qui mène vers la réserve. Il faut être accompagné par un guide assermenté pour pouvoir explorer cette partie de la forêt. Il est formellement interdit d'apporter avec soi des aliments. Seule l'eau est autorisée. Il est obligatoire de rester sur un sentier balisé qui fait une boucle de 5 km dans cette forêt unique en Europe. On va rentrer au Moyen-Âge. Voilà, on voit ici une seule activité de l'homme qui est permis à l'intérieur de cette partie de la forêt du parc national. L'homme n'intervient pas ici. C'est la nature qui règne. La seule chose qui est admise, c'est de couper les arbres qui sont tombés sur le sentier. Mais on laisse le bois ici. Rien ne sort ni n'entre dans le parc national. La décomposition des bois morts permet la biodiversité. Dans le parc national, il y a entre 100 et 130 mètres cubes de bois mort par hectare. Regarde, tu vois cette trace? Tu vois cette ligne bien droite? C'est la foudre. Hein? La coupe est très nette, comme si tu avais une machette et schlac. Parfois, ça peut casser l'arbre complètement. Ça, c'est un vieux chêne. Jusqu'en 1888, les habitants des villages voisins pouvaient profiter des biens de la forêt. Par exemple, ils creusaient des trous à l'intérieur des grands arbres pour que les abeilles sauvages viennent s'y installer. Pour empêcher l'ours de manger leur miel, ils avaient installé un stratagème astucieux mais dévastateur. Ils accrochaient une plaque de bois au bout d'une ficelle pour obturer l'entrée de la ruche. De petits trous laissaient entrer les abeilles, mais pas la patte de l'ours. L'ours, quand il a grimpé, par exemple comme ça, là, hein, avec ses pattes, hop, 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 il est arrivé à l'auteur de cette ruche. Il était obligé, en se mettant avec ses trois pattes, avec quatrième, pousser cette barre
pour pouvoir mettre la patte à l'intérieur. Et il a poussé, il voulait mettre la patte, la barre revenait. Et comme ça, il tapait 2-3 fois le bras d'un ours. Lui s'est décroché d'un arbre, hein, et il tombait au pied de cet arbre. Et au pied de cet arbre, l'homme a mis des pics, malheureusement. En partie, on peut dire que, voilà, de cette façon, on a aidé à faire disparaître l'ours de Puszta Białowieska. C'était seul prédateur pour le bison. Wisła fait partie des 8 gardiens qui travaillent aux eaux du parc. Il commence son service à 6 h du matin. La première chose à faire est de nourrir les pensionnaires de l'établissement. Chevreuils, sangliers, bisons, élans. En tout, une centaine d'animaux dans un parc de plus de 10 hectares. Ils viennent tous de la région et possèdent de grands espaces. Ce petit zoo familial permet aux touristes d'avoir un aperçu de la faune locale qui sont normalement invisibles, cachés dans les profondeurs de la forêt. Il est 8 h. Le zoo ouvre ses portes, laissant entrer les premiers curieux. Dès que l'on pénètre dans le parc, on peut observer des chevaux dits tarpons. Ces descendants des chevaux sauvages de la forêt ont été capturés et accouplés à des chevaux domestiques lors de la plus grande bataille du Moyen-Âge, qui a eu lieu à Grunwald en 1410. Ils sont dits tarpons car les vrais tarpons, ces chevaux qui venaient tout droit de la préhistoire, n'existent plus. Ces chevaux sont très caractéristiques de par leur couleur fauve et une raie visible le long de leur échine, de la tête à la queue. Extrêmement résistants, ils peuvent vivre dehors tout l'hiver sous des températures qui descendent jusqu'à moins 35 degrés. Seule une vingtaine de lynx vivent dans la forêt de Białowieża. Le plus gros chat d'Europe vit sur un territoire de 100 à 150 km². C'est un animal très économe. Il mangera la proie qu'il a tuée en plusieurs fois et n'ira chasser à nouveau que lorsqu'elle sera entièrement terminée. Le zubron est peut-être l'animal le plus surprenant du zoo. Ce bovin est en fait un hybride entre une vache domestique et un bison européen. Il fut créé pour la première fois en 1847. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs scientifiques pensaient que le zubron pourrait remplacer le bétail domestique. Il était moins sensible aux maladies et pouvait être élevé sur des terrains pauvres, sans aucune infrastructure d'élevage. À partir de 1958, des travaux sur les zubrons furent effectués par l'Académie des sciences polonaises dans divers laboratoires, notamment ici, à Białowieża. Au cours des 16 premières années d'expérimentation, 71 animaux naquirent, dont Filon, le premier zubron né d'une mère zubron, le 6 août 1960. En 1980, on se rend compte que le programme d'élevage fonctionne mal. L'économie de la Pologne ne se porte pas bien, les fermes d'État sont à la peine. Et par-dessus tout, on craint que les zubrons, croisés avec les bisons d'Europe, ne provoquent leur dégénérescence. Pour toutes ces raisons, on abandonne les recherches sur ce ruminant qui peut peser jusqu'à 1200 kg, contre 800 au maximum pour un bison adulte. Le parc national de Białowieża a pour mission de protéger toute la forêt dans son ensemble. Des personnes qualifiées contrôlent les eaux, les sols, la végétation ou encore la faune. Ici, rien n'est jamais abattu, semé ou bien défriché. Contrairement aux autres forêts européennes, elle n'a jamais connu d'implantation humaine massive, ce qui explique son exceptionnel état de conservation. Préservée depuis des siècles, la forêt dispose donc aujourd'hui de nombreuses espèces qui ont pour la plupart disparu ailleurs. La direction du parc national organise parfois des missions éducatives et préventives. Aujourd'hui, ils ont invité des scientifiques et des étudiants venant de différents pays européens. Ils se sont installés dans la zone protégée, sous la tutelle de Tomasz Pryzgocki, professeur à l'Université des sciences de Varsovie. Vous m'avez posé la question, pourquoi cette forêt est-elle si importante ?
Parce que c'est le seul endroit d'Europe qui possède ces conditions de préservation de toutes nos forêts. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent ici pour étudier et contrôler l'évolution de tous les aspects de cette forêt. Le sol, les plantes, les arbres, les oiseaux, animaux, absolument tout. Après avoir délimité un espace de travail, les étudiants vont mesurer la taille des troncs. Ces données seront ensuite récupérées pour étudier de près l'évolution de cette forêt primaire. Spruce 53 live. It's spruce, leaf spruce, Marco. 2 meters and 20 centimeters. À 2 pas de là se trouve une unité de recherche qui étudie en permanence la forêt et ses habitants. L'Institut de recherche sur les mammifères est une unité indépendante de recherche et de développement de l'Académie polonaise des sciences. Elle fut fondée en 1952. Sa mission est d'acquérir, de développer et de diffuser des connaissances sur la nature et les processus naturels, afin de fournir un appui scientifique pour la conservation de la faune et de la flore. Depuis sa création, l'Institut a publié 23 livres et plus de 1400 articles scientifiques. Driss, il faut que tu jettes un coup d'œil à ces données. Cela fait 12 ans que Driss et Marcin étudient le lien qui unit la forêt aux ongulés qui la fréquentent. Aujourd'hui, ils partent vers une sorte de laboratoire à ciel ouvert dans cette forêt qu'ils connaissent bien. With Rafa with to Hanufka, you see quite a lot. That's quite funny. No, I'll stay. Ils ont créé différents petits espaces, dans des endroits où vivent les cerfs rouges. Un espace grillagé pour empêcher l'accès aux herbivores, et juste à côté un autre espace libre d'accès. Le but est de voir clairement quelle végétation résiste au passage régulier des bêtes. Dans l'espace protégé, des étudiants font chaque mois un relevé des différents arbres qui poussent et les mesurent pour définir le rythme de leur croissance. Leurs études ont démontré que la présence des animaux change la composition des espèces végétales. Dans les endroits principalement occupés par des cerfs, les charmes s'en sortent très bien, mais les autres espèces disparaissent. Tu as vu ce qui reste? Toutes ces branches ont été mangées. C'est un massacre. Un peu plus loin, il y a un autre espace protégé, mais cette fois-ci à l'abri de la lumière. Quelques arbres arrivent poussivement à grandir, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec la zone ouverte des sous-bois. La présence des cervidés a donc peu d'impact sur la flore à l'intérieur de la forêt. Nous retrouvons Slav, qui nous fait découvrir un prédateur minuscule mais dévastateur. Qui touche surtout l'épicéa, c'est Ips typographe. C'est tout petit insecte, mais qui est de 2-3 mm de grandeur, mais qui est capable de tuer milliers d'arbres. Tu vois, on voit ici, regarde en face et regarde ici par exemple. Hein. Tu vois là? Oui. Tu vois toutes ces petites galeries, oui. Des petites traces. C'est lui qui a fait. Ips typographe. Ça, ce sont ce qu'on appelle des pièges à cette Ips. Voilà comment ça se fait. Tu la vois là? Des tuyauteries. Et tu vois des petits trous par lesquels le mâle rentre à l'intérieur. Parce que dans ce récipient, on met phéromones d'une femelle. Ça les attire et une fois rentrés à l'intérieur par ces petits trous, ils ne peuvent plus s'en sortir.
Ça s'appelle différemment, ça s'appelle un os. Le cerf rouge ou le cerf élaphe est un animal sédentaire qui vit sur un territoire délimité. Les biches et leurs petits préfèrent rester proches d'un sous-bois épais où elles peuvent facilement se cacher. Elles ne sortent dans les clairières que la nuit pour y chercher une alimentation plus conséquente. Généralement, elles restent sur une surface vitale assez réduite. Après son deuxième faon, la jeune femelle s'installe à proximité directe de sa mère. Elle ne la quittera plus pendant toute sa vie. Le jeune mâle quitte le giron familial au cours de la deuxième année de vie. Certains jeunes cerfs partent loin de leur territoire natal. D'autres semblent rester sur celui de leur prime jeunesse. Une fois adulte, le cerf possède un domaine qui peut couvrir plusieurs milliers d'hectares. Mais ses déplacements montrent de fortes variations saisonnières. En période de rut, il restera près des biches, donc proche des massifs forestiers, alors que pendant la période de repousse des bois, il étendra son territoire et restera la plupart du temps solitaire. Ici, la principale régulation de la population des cervidés se fait grâce au loup. Ce matin, Alexander s'aventure sur le territoire des loups. Pour augmenter ses chances de les apercevoir, il a placé des morceaux de viande sur l'un de leurs passages favoris au milieu de la nuit. Chez le loup, c'est son odorat qui est le sens le plus développé. À plusieurs kilomètres, il peut sentir et reconnaître la nature de sa proie. Son odorat est 100 fois plus développé que celui de l'homme. Alexander connaît bien ses prédateurs. Il avance contre le vent en espérant que même si le loup sent sa présence, il sortira des sous-bois attiré par l'odeur de la viande. Et ils sont venus. Une meute de 6 loups, conduits par le mâle dominant. Le loup vit en société. La présence de ses congénères lui est indispensable pour assurer sa survie. Dans le groupe, le mâle dominant soumet le reste de la meute. Il mange en premier et peut espérer une descendance en choisissant sa compagne. Chaque meute délimite son territoire, qui atteint parfois jusqu'à 720 km². Jadis, le loup était le mammifère le plus répandu sur la planète. Il n'y a pas plus de 150 ans, il peuplait encore toutes les régions du Nord, l'Amérique, l'Europe, l'Eurasie, l'Arctique. Mais il fut chassé par l'industrialisation, détruit et repoussé dans quelques endroits jusqu'à sa quasi-extinction. En 1979, une convention européenne fut signée à Berne pour protéger le loup. Aujourd'hui, en Europe, y compris dans la partie européenne de la Russie, il y aurait encore environ 18 000 loups, dont une centaine dans la forêt de Bialowieza. Dries et Marcin placent aujourd'hui des caméras à infrarouge pour étudier le lien qui unit les différentes espèces d'animaux et la flore. Ils savaient que la présence du loup dans la forêt réduisait considérablement le nombre d'ongulés. Mais ce qu'ont démontré les images tournées, c'est que la présence des canidés coupe l'appétit des cerfs. Ils ont déposé de l'urine d'un loup sur un endroit où, en principe, ils ne viennent jamais. La biche sent l'odeur du prédateur. Immédiatement, elle met ses sens en alerte et ne broute plus.
C'est ce qu'ils ont appelé le paysage de la peur. Même chose pour les sangliers qui sentent l'odeur du loup. Ils détalent. Par contre, le bison, lui, reste stoïque. Les loups changent de territoire quand ils ne trouvent plus de nourriture. Ils vont alors chasser dans des clairières, car ils y trouvent du gibier. Tôt le matin ou à la tombée du jour, cerfs, chevreuils, sangliers et bisons y viennent souvent pour brouter l'herbe qui y pousse. Les cerfs ou les chevreuils, sentant leur présence, cessent alors de se nourrir et peu à peu quittent la clairière. Rapidement, de nouveaux arbres, ivres de lumière, se mettent à pousser et la clairière finit par disparaître, laissant la place pour une nouvelle forêt. Les animaux qui vivent ici semblent avoir compris instinctivement une chose que nous avons doucement oubliée. Leur survie dépend de la nature qui les entoure. Les nombreux liens qui unissent plantes, arbres et animaux semblent avoir été créés pour que cette forêt unique puisse vivre encore une éternité.